Donc voilà, ça c'est parfait. Merci pour les gens qui ont arrêté leur caméra et leur micro. On va attendre un petit peu pour commencer. Alors, je vois Yvonne qui a... Bonjour Yvonne. Il faudra enlever la caméra. Voilà. Très bien, merci. Bien. Donc 8h et 8h03, donc on va commencer. Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour cette présentation. Oui, si vous pouviez fermer vos micros et vos caméras de façon à ce que ce soit plus clair, pour pas qu'il y ait d'interférence. Je voulais vous parler ce soir de l'importance de la reprogrammation neuromotrice par rapport aux dysfonctions de l'appareil mandibulaire. Alors, historiquement, on a commencé à parler de ces troubles par un autre nom qui est la dysfonction temporomandibulaire, parce qu'on se fixait beaucoup plus sur l'articulation en elle-même que sur l'ensemble du visage, l'ensemble de tous les troubles orofaciaux. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de choses qui étaient non seulement relatives à l'articulation, mais également à tout le système neuromusculaire qui est autour. Donc, on a changé. Excusez-moi, je suis en train d'enlever des caméras. Pardon. Voilà. Donc, dans ces dysfonctions, donc on va parler de troubles, de dysfonction de l'appareil mandibulaire. La dysfonction temporomandibulaire, on peut la trouver de deux sortes, mais souvent combinées, c'est-à-dire soit la forme articulaire, soit la forme musculaire. Et dans les diagnostics, on retrouve trois points essentiels. Ce sont les bruits au niveau des ouvertures et fermetures temporomandibulaires, donc les claquements, les craquements, ça peut être des crépitations, notamment souvent des douleurs faciales, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs au niveau de l'angle mandibulaire, on peut avoir des douleurs à l'intérieur de l'angle, au niveau des tempes. Ça peut, dans certains cas, ressembler à des migraines, alors que ce n'en est pas du tout. Et ça peut aller beaucoup plus loin au niveau, évidemment, des cervicales, à travers de certains muscles dont on va parler tout à l'heure, rapidement. Et puis, surtout, l'anomalie qu'on trouve souvent au niveau de la cinématique mandibulaire, ça peut être une limitation d'ouverture, une déviation avec une réduction de la déviation et on arrive à peu près dans l'axe, ou alors une déflexion des mouvements, c'est-à-dire qu'on ouvre la mandibule et ça reste bloqué sur un côté. Là, excusez-moi, il y a encore des gens qui arrivent. Donc, pour résumer, on appelle maintenant ce trouble la dysfonction de l'appareil mandibulateur. Donc, ça peut être soit musculaire, soit articulaire, soit ciblé entre les deux.
Les autres appellations, le plus ancien, c'est syndrome de Costen. Je vous donne tout ça parce qu'on trouve souvent, suivant les gens, une appellation différente pour le même problème. Donc, ça peut être Costen, ça peut être syndrome myofascial, désordre temporomandibulaire, crânio-mandibulaire, le SADAM dont on a beaucoup parlé, les AGI, donc ADAM, et les troubles musculo-squelettiques ou dysfonctionnement, maintenant ce qu'on appelle dysfonctionnement de l'appareil mandibulateur, c'est celui qu'on garde comme référence. C'est important de souligner que la RNM, c'est comme pour les autres fonctions que vous avez quand vous faites de Alian, ça ne va pas corriger complètement un trouble de l'occlusion. Il est évident qu'on va apporter des solutions par rapport à certains troubles neuromusculaires, à certains schémas moteurs qui se sont mis en place, qui sont comment dire, déficitaires, mais contrairement à ce qu'on trouve souvent, on fait souvent des détections d'inhibition motrice, là, ça serait plutôt une hyperactivation des muscles. C'est ce qui va nous permettre, dans la formation, de vous montrer vraiment comment on peut relâcher ces muscles-là et comment on peut remettre au neutre, parce que l'objectif d'Alian dans la RNM, par rapport à l'ATM, c'est vraiment le soulagement, parce qu'on a des gens qui sont très, très algiques, suite à une extraction de dents de sagesse un peu sauvage où il y a eu un trismus, suite à un choc, à un traumatisme divers. Donc l'important pour nous, c'est le soulagement par la mise au neutre neuromusculaire, et ça nous permet derrière, et ça permet surtout aux dentistes et l'orthodontiste de déterminer s'il y a un trouble mécanique qui doit être réglé par un autre biais, par exemple des gouttières ou autre. Ce qui est important, c'est d'essayer au maximum d'avoir un réseau par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. C'est un peu comme quand on travaille sur la RNM, il faut avoir un réseau de kinés pour pouvoir poursuivre le travail effectué et relâché par Alian. Il faut absolument que derrière, on travaille en groupe, dans le même sens. Je vais rapidement, parce que je ne sais pas si tout le monde est au fait de tous les muscles mandibulateurs, je vais rapidement vous parler de ces muscles-là. Donc, les muscles élévateurs de la mandibule, les principaux sont les temporaux, les masséters, les ptéroïdiens médiaux. Et abaisseurs de la mandibule, il y a les digastriques, les myoïdiens et génoïdiens, et notamment, ça, ce sont les suprayoïdiens, mais en infrayoïdiens, comme je disais tout à l'heure, il y a le sternoyoïdien et l'homoyoïdien qui est important. Dites-vous bien que si vous avez des patients qui vous parlent de troubles, des douleurs cervicales, et si vous les voyez remonter les épaules pour avaler, vous pouvez être sûr que les homoyoïdiens sont dans le cou. Si eux sont dans le cou, ça veut dire qu'il y a une traction au-dessus de l'osioïde qui sous-entend que tous les muscles au-dessus sont aussi dans le cou. Donc, il faut avoir cette vision-là. Je vous montre rapidement les muscles parce que c'est plus facile de les visualiser. Donc là, je vous parle du temporal, qui occasionne un déplacement du postérieur du condyle, qui élève la bronche montante dans la fermeture de bouche. Et ça va, ces muscles-là, quand ils sont trop tendus, ça va occasionner une compression des épaules. Ils sont là, du yaourt. Alors, je pense qu'il y a... Je vais encore regarder qui a laissé son micro ouvert. Mais voilà. Excusez-moi, hein, je fais un peu le ménage. Voilà. Donc, je vais passer sur le muscle masséter. C'est le plus puissant. Il est très, très important. Il est très, très spasmé. Et c'est au miracle, on vient de trouver un troisième faisceau au niveau du masséter. Il n'y en avait que deux. Maintenant, on en a trouvé un troisième. Mais qui aurait à peu près la même fonction que le muscle temporal. Entre la coronoïde et puis la zygomatique. Tout ça pour dire que tous ces muscles, quand ils se mettent en action en même temps, ça fait d'énormes tensions. Et vous pouvez comprendre, quand on voit l'insertion au niveau de l'angle mandibulaire, pourquoi certaines personnes le matin, notamment ceux qui serrent les dents, qui bruxent, ont des grosses tensions au niveau des angles mandibulaires.
On va parler aussi du ptérygoïdien médial, qui est en fait le pendant du masséter. Ici, il y a le ptérygoïdien médial, ici, c'est le masséter, là, vous avez le temporal. Là, on voit bien comment ça se passe. Et quand les deux se mettent en mouvement, vous imaginez bien la compression qu'il peut y avoir au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Voilà, là, on voit bien en dessous pourquoi les gens peuvent avoir des douleurs en interne au niveau de l'angle mandibulaire et avec le mylohyoïdien qui est au-dessus, des douleurs au niveau du plancher de la bouche. Le muscle ptérygoïdien latéral est très important également parce qu'il est inséré sur le disque au niveau de l'articulation, ce qui fait que quand il est très spasmé, il peut engager justement des crépitements, des claques à l'ouverture. Et c'est un muscle qui travaille énormément chez les bruxeurs. Puis comme vous pouvez voir, il emmène la bouche en avant. En synthèse, au niveau de l'élévation de la mandibule, on a une synergie entre le temporal, le masséter et le ptérygoïdien médial au niveau bilatéral. Et vous comprenez aisément pourquoi on peut avoir des douleurs de migraine avec l'ampleur du temporal qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Je vous ai mis ça, je ne vais pas tout vous détailler à ce niveau-là, mais c'est pour vous montrer à quel point l'articulation est complexe et qu'il faut absolument que chaque muscle soit complètement relâché, détendu, et pour avoir un travail correct, parce qu'il suffit d'une petite tension pour que la mâchoire parte d'un côté ou de l'autre et crée des tensions plus ou moins à long terme. Voilà. Je vous ai remis ça parce qu'on est tous avec des masques en ce moment et on est tous en train d'avancer son masque avec le menton. Donc, on travaille énormément ces muscles ptérygoïdiens. Donc, on retrouve beaucoup de gens qui ont des douleurs articulaires en ce moment au niveau de l'ATM à cause de ce genre de choses. Parce qu'ils tirent sans arrêt pour emmener le menton en avant et en tirant le menton en avant, ils tirent sur le disque, comme vous pouvez voir ici. Ils vont tirer sur le disque articulaire, donc ça va créer des tensions et des soucis supplémentaires. Il faut y penser. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Philippe Gérante, qui est le dentiste avec qui je travaille, et puis Charlotte, qui vous connaissez tous, quand on emmène ce menton en avant, donc il y a ce ptérygoïdien qui fonctionne, mais il correspond, l'antagoniste de cette avancée mandibulaire, c'est les fibres horizontales du temporal, ce qui fait qu'il y a une co-contraction, comme on peut trouver sur un genou, la co-contraction sur autre, entre ce muscle temporal et ce muscle ptérygoïdien, ce qui fait que ça crée des tensions supplémentaires encore qu'il faut arriver à travailler en relâchement. Ce qu'on peut observer, je vous ai pris ce diagramme qui s'appelle le diagramme de Farrar. C'est vraiment pour visualiser rapidement des déficits d'ouverture-fermeture et de latéralisation au niveau de la mandibule. C'est-à-dire qu'en temps normal, une ouverture, c'est à peu près 48, c'est 47 plus ou moins 7, suivant la morphologie des gens. Et en latéralité, c'est environ 10-12. Là, pour les autres diagrammes que je vous ai montrés, que je vous ai évoqués, c'est parce qu'on peut voir que d'un côté, on peut avoir une déduction qui est uniquement de 6 mm et de l'autre de 8, donc il y a une restriction. C'est beaucoup plus facile à voir sur un diagramme comme ça. Et on mesure ces déficits à l'aide d'une échelle de mesure qui s'appelle le terabyte. Comme vous pouvez voir au milieu, ça permet vraiment de visualiser très rapidement et de noter très rapidement les déficits. Je vais vous donner des exemples. Alors, pour cette personne, on peut visualiser le décalage sur la gauche avec carrément l'action du buccinateur qui se met en route pour forcer l'ouverture, parce qu'en fait, le cerveau sait qu'il faut ouvrir, mais à partir du moment où l'articulation ne veut plus le faire, il va trouver tous les subterfuges
pour imaginer qu'il ouvre plus la bouche. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les muscles faciaux pour essayer d'ouvrir. Donc là, en l'occurrence, comme à gauche, ça ne veut pas ouvrir suffisamment, il va prendre le bicinateur pour augmenter l'ouverture. Donc on voit que le diagramme de Farrar, comment on peut le représenter. Là, c'est la même chose. Vous pouvez imaginer comment ça peut se passer quand vous voyez un débord pareil. D'abord, cette articulation qui part sur la gauche d'abord et ensuite sur la droite. Là, c'est vraiment uniquement un déficit d'ouverture, sans déviation. Donc là, on peut bien imaginer que tous les muscles en présence sont tendus et empêchent le mouvement. Pensez ischio-jambier par rapport aux genoux, hein. Par rapport aux amis, on voit qu'on ne peut pas tendre, et plus on tend, plus on essaie de tendre un genou, plus les ischio-jambiers se mettent à se contracter. Pareil sur un coude, hein, en protection, et bien là, il se passe la même chose. C'est-à-dire que plus elle désire ouvrir la bouche, cette personne, plus les muscles qui vont faire l'élévation de la mandibule vont se mettre en route. J'ai un petit peu insisté sur ce sujet-là parce qu'on voit vraiment tout ce qui se passe au niveau des muscles de la face, hein. Vous pouvez voir à quel point il y a une hésitation à l'ouverture, notamment, comme disait justement Philippe, parce qu'il doit avoir une douleur, mais aussi parce que les autres muscles freinent. Par contre, on voit la lèvre qui commence à se baisser, notamment à gauche, et on voit tout ce qui se passe au niveau mentonnier. C'est-à-dire que lui, il imagine qu'il ouvre plus la bouche parce qu'il descend la lèvre. Au même titre que quand on a des soucis sur une épaule et on demande aux gens de monter le bras et qu'ils commencent à monter l'épaule plutôt que de monter la main, on imagine que le cerveau se dit, si je monte mon épaule, je vais avoir l'impression que je monte plus facilement mon bras. Et lui, s'il ouvre plus au niveau des muscles de la bouche, il a l'impression qu'il ouvre plus au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Pareil, alors, on peut imaginer ce qui peut se passer quand vous voyez à quel point il force pour ouvrir comme ça, comment ça se passe au niveau du platysma, au niveau de tous les muscles, même au niveau de la gorge, hein. Donc, les suprayoïdiens qui se mettent en place, qui tirent très fort pour arriver à l'ouverture, les infrayoïdiens pareil, donc des tensions qui vont jusqu'aux omoplates et jusqu'au sternum. Ce qui se fait maintenant au niveau rééducation. Alors, je pense qu'il doit y avoir parmi nous des gens qui sont spécialistes en rééducation maxillofaciale. J'ai repris simplement les écrits d'Isabelle Breton-Torres, qui est un peu la référence au niveau de Montpellier à ce niveau-là, sur la dysfonction de l'appareil mandibucateur. Je vais simplement lire, hein, le but de la rééducation et la récupération de l'ouverture buccale centrée. Une fois le relâchement des tensions musculaires obtenu, le schéma d'ouverture est souvent perturbé. Nous, on sait ça avec Aliane. Le cerveau garde un engramme de la perturbation cinétique. Donc, il s'agit de reprogrammer un schéma moteur corrigé. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça, elle a appris ça sur Aliane. Et en fait, ça date de juillet 2013, ce qui veut dire que cette histoire de reprogrammer un schéma moteur corrigé, ça fait longtemps que ça existe, mais par contre, nous, on a la chance de pouvoir reprogrammer ça de façon plus rapide, mais toujours en collaboration avec le maxillofacial, hein, avec tous les acteurs du sujet. Et nous, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout maître neutre. Si jamais Philippe ou Charlotte, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Des choses à dire. C'est juste pour rebondir en tant que dentiste, ce qu'on attend dans une approche thérapeutique, c'est quand on a des patients qui viennent avec ce genre de pathologie, ce que nous, on veut diagnostiquer, c'est s'il y a une entrée occlusale majeure
et la nécessité de corriger quelque chose. Alors, l'outil thérapeutique le plus évident en première intention, c'est de mettre des gouttières, mais c'est quand même plus facile de construire une gouttière équilibrée quand les faisceaux musculaires sont remis au neutre plutôt que d'avoir un patient qui est spasmé. Donc, le rôle de la RNM, dans ce cas-là, est un outil majeur et qui permet de donner beaucoup de soulagement aux patients et d'avoir un retour à une vie normale, parce que dans la fonction masticatoire, les crispations musculaires, les douleurs articulaires sont un vrai handicap et il y a une forte demande par rapport à ça. Et les gens naviguent de cabinet en cabinet parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Voilà. Et la RNM est quand même une réponse innovante et surtout rapide pour le patient. Voilà. Donc, d'où la nécessité de travailler en équipe, d'avoir un réseau de correspondants pour pouvoir dispatcher les patients sur des interventions de reprogrammation, ce que je fais avec Charlotte ou avec Franck ou Puis Anne-Laure. aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et enfin, l'exemple type, c'est on a reçu un email avec Philippe il y a très peu de temps d'une patiente de Strasbourg qui cherchait à faire une rééducation à ce niveau-là, enfin une reprogrammation à ce niveau-là parce que bon, elle avait des soucis et c'est un de ses amis qui habite Lyon qui est allé voir Philippe. Et Philippe a dû l'envoyer en reprogrammation neuromotrice, donc on lui en a parlé. Et le souci qu'on a, c'est quand les gens comme ça appellent, ils nous demandent dans la région ce qu'il y a, Strasbourg, salut Stéphane, ou d'autres régions, on est toujours embêté parce qu'on peut leur dire simplement, ben voilà, pour l'instant, on n'est que 4, 5 à faire ça. Il y a aussi nos amis qui sont à Thonon et puis à Bourgogne, à Beaune, et puis aussi à Clermont-Ferrand avec Mathieu. Mais hormis ça, on est un peu limité et surtout on a aussi des demandes de dentistes qui disent bah oui, mais comment est-ce qu'on peut travailler, avec qui on peut travailler là-dessus? Et on ne peut pas leur répondre pour l'instant parce qu'on n'a pas suffisamment de correspondants. Et vraiment, il y a du travail là-dessus. Moi, toutes les semaines, je vois au moins 3 ou 4 programmations par rapport à ça. Mais ça peut partir d'une consultation ostéo où on s'aperçoit que, évidemment, les gens viennent parce qu'ils ont des douleurs maintenant, avec le travail, c'est courant, avec les douleurs cervicales et autres. Et quand on vérifie justement la tension au niveau des masséters et autres, on s'aperçoit qu'il y a une tension. Mais alors, et là, on commence à poser des questions à ce niveau-là et on s'aperçoit que oui, ils ont des soucis à ce niveau-là. Ils ont eu des soucis plus tôt. On leur fait ouvrir la bouche, on voit bien la déviation qu'il peut y avoir, ou pas de déviation, mais une restriction d'ouverture. Et là, il y a à tous en sens, à chaque fois. Et les gens, je vous assure qu'ils sont vraiment partie prenante là-dessus, hein, parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas trouvé de solution. Il y a des gens qui ont des gouttières pour lesquelles ça a fonctionné pendant un moment, et puis ils resserrent trop dessus, ils n'arrivent pas à relâcher. Alors qu'à partir du moment où moi je travaille aussi à Bourges avec un dentiste, à partir du moment où on a fait la reprogrammation plus la gouttière, et puis toi c'est pareil Philippe Turion évidemment, et ben là ça se passe de façon complètement différente. On peut vraiment progresser main dans la main et on a vraiment besoin de ce réseau. Surtout, je pense qu'avec la procédure et l'emprise du visuel dans la technique de RMN, les patients, ça leur permet de prendre conscience de leur situation. Donc, du coup, dans l'accompagnement, ils ont une intervention qui les libère des tensions, mais ils ont surtout la conscience de ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qu'on abordera dans le cadre des formations RMN ATM et déglutition, c'est qu'ils ont cet accompagnement comportemental et qui est extrêmement important à gérer pour ces patients-là. Tout à fait. Donc, là, je vais vous parler rapidement du travail kinésithérapique parce que c'est très important, hein. Donc, avec les 3 étapes, je parle toujours par rapport à Isabelle Breton, c'est-à-dire que la première étape, c'est rompre le cerveau vicieux avec la douleur et la contracture, ce qu'on fait nous dès la première séance. Enfin, je veux dire, ça, c'est réglé dès la première séance. Rééducation des dyspraxies linguales et labiales et ventilatoires. Alors là, ça fait partie des choses qu'on fait aussi au niveau de la déglutition. Mais je n'en parlerai pas ce soir parce que ça fait partie de la formation, mais on n'a pas le temps de tout faire. Là, on reste fixé sur l'ATM et puis reprogrammer une ouverture buccale centrée et une posture cévéco-céphalique corrigée.
Ça, c'est important parce que ça veut dire que ça sous-entend que de toute façon, si on ne travaille pas sur la posture globale, on ne va pas obtenir ce qu'on veut. On va travailler évidemment sur les ATM et sur ce qui se passe autour, mais obligatoirement sur la posture globale, et notamment quand on retravaille sur la déglutition. Voilà, si tu veux dire quelques petites choses sur les Oui, critères. ben, c'est ce que j'ai commencé à aborder tout à l'heure. Bon, les gouttières globalement sont ou rigides ou souples. Donc là, c'est des stratégies thérapeutiques propres aux dentistes, avec pour vocation au niveau proprioceptif, de modifier le schéma initial. Pour autant, soit on va mettre des gouttières, par exemple pour les bruxeurs, pour éviter l'usure des dents. Donc ça, c'est plutôt des gouttières de protection. Et puis on a des gouttières thérapeutiques qui vont permettre, par exemple, un repositionnement articulaire, une décompression articulaire. On gagne 100% de temps quand on a fait une reprogrammation neuromusculaire qui est initiale avant même l'enregistrement, nous, de la dimension verticale d'occlusion. Ça veut dire que l'idéal, c'est que le patient retrouve une position centrée articulaire, une position neuromusculaire et surtout des mouvements d'ouverture et de fermeture qui sont libérés le maximum des contraintes. Donc là, nous, dans notre procédure d'enregistrement, on n'est plus gêné par un spasme d'un faisceau musculaire et d'une asymétrie de fonctionnement. Donc du coup, l'enregistrement de la relation intermaxillaire est plus simple, la réalisation de gouttières est plus juste, parce qu'une gouttière nécessite beaucoup de retouches dans le temps. Donc c'est extrêmement chronophage pour les dentistes et surtout, le patient va adhérer beaucoup plus à un traitement pluridisciplinaire si quand on lui met sa gouttière, quand il vient en contact avec ses dents, viennent en contact avec la gouttière, il se sent équilibré tout de suite. S'il y a des retouches et des retouches initiales dès la première séance, il y a un doute déjà sur l'efficience et l'efficacité du dispositif thérapeutique. Donc, tout l'intérêt, c'est de faire l'enregistrement initial de la relation qui est la plus juste possible. Et ben, depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que je suis dentiste, l'apport de la RNM me fait gagner énormément de temps et de précision. Voilà. Alors après, il y a d'autres outils dont je pourrais vous parler qui sont associés à ça, hein, qui permettent de contrôler la mesure de nos enregistrements basés sur l'activité musculaire, mais c'est vraiment la base de tout. Voilà, libérer les contraintes musculaires. Très important, ça. Voilà. Donc, ce qu'on fait, nous, en RNM, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut considérer que les tensions des muscles indicateurs d'ouverture, c'est comme une sorte de contraction qu'on retrouve sur un flexum de genou ou un problème de coude. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la contraction entre tous les muscles qui veulent remonter la mandibule et tous les muscles qui veulent la descendre. Et ça crée vraiment des tensions importantes au niveau du cou. Il y a des gens qui peuvent vous dire qu'ils ont une espèce de sensation de fil dans la gorge, qui ont du mal à avaler. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ont une boule dans la gorge. Il y a des tensions à ce niveau-là. On pense à la thyroïde, mais il faut aussi penser à ça. Il faut penser à tous ces muscles qui sont tout le temps en train de travailler pour essayer d'ouvrir, quand les autres essayent de travailler en descendant. Et oui, j'ai marqué notamment, il existe aussi un fascia entre l'angle du masséter et le sternoclédo-méstoïdien. Donc, même une douleur du cou à ce niveau-là, elle peut venir du masséter, de la fermeture. Donc, j'ai fait un parallèle entre ce qu'on fait en kiné, donc là où j'ai marqué les premières étapes, et ce qui se fait en RNM. Première étape en kiné, c'est rompre le cercle vicieux douleur-contracture par libération des tensions musculaires et lutte contre les parafonctions. Prise de conscience par la relaxation. Nous, on fait les étapes normales. Là, vous pouvez vous dire, ça, vous connaissez déjà, hein. C'est prise de conscience du problème, protocole de relâchement, mais là, c'est un protocole particulier à rajouter sur ce qu'on connaît déjà, et reprogrammation des indicateurs. La deuxième étape pour eux, c'est rééducation des dyspraxies linguales, labiales et ventilatoires. Et la troisième, c'est reprogrammer une ouverture buccale centrée et une posture cervicocéphalique corrigée. Alors,
OK, nous, la phase 2, c'est le travail sur la déglutition. Et quand on travaille la déglutition, avec les protocoles qu'on a mis en place, on travaille obligatoirement sur la posture. Donc, on fait les deux en même temps. Il n'y a pas de 2 et 3. Nous, en phase 2, ça y est, c'est déjà dans le même temps. Ce qui n'empêche, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on continue à travailler, évidemment, avec le kiné maxillofacial et avec des posturaux, parce que c'est intéressant. Donc, je reviens sur la troisième phase où il parle de reprogrammer l'ouverture buccale, nous, ce qu'on aurait fait déjà avant, mais nous, notre phase 3, à nous, c'est l'ancrage de tout ce qu'on aura fait en phase 1, phase 2. Je reviens sur l'objectif d'Aliane, soulagement, mise au neutre, détermination, si c'est un problème mécanique, avec une mise en place de gouttière si c'est nécessaire, ou si c'est un problème comportemental, neuromusculaire pur. Donc là, on fait une prise en charge, que ce soit comme je disais, post-traumatique, que ce soit du serrement de dents, que ce soit du bruxisme, des choses comme ça. Ce qu'on obtient, donc, vous vous souvenez tout à l'heure, là, vous voyez le diagramme de Farrar avec un manque d'ouverture par rapport à l'ouverture normale qui est de 48. Là, c'est ce qu'on avait au départ. Et donc là, c'est ce qu'on obtient en 1 heure. On a quand même récupéré pas mal, sachant que là, il n'y avait pas de problème. Il y avait juste un problème d'ouverture, mais il n'y avait absolument pas de problème de déviation. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure de la déviation qui était mise en place avec la tension. Vous avez bien vu la tension au niveau de l'angle de la bouche. Et voilà ce qu'on obtient en 1 heure. C'est-à-dire que l'ouverture est beaucoup plus uniforme. Voilà, vous vous souvenez de ce qui se passait à ce niveau-là, avec toute la compensation au niveau des muscles faciaux, pour essayer de penser qu'il ouvre un peu plus. Et ça, c'est à la fin de la séance. Il y a encore une compensation, mais une ouverture qui est meilleure. Et ça lui a permis d'aller chez le dentiste. Et le dentiste a vraiment pu travailler correctement alors qu'il avait beaucoup de mal. Certaines fois, on passe de 32 à 35 mm. Nous, 3 mm, ça paraît rien. Mais pour quelqu'un, ça peut permettre d'aller chez le dentiste. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Là, je vois que tu souris. Alors après, non seulement il y a l'ouverture, mais il y a la capacité à maintenir la bouche ouverte. C'est ça, en plus. Parce que nous, on a des actes, des fois, qui peuvent durer un petit moment. Donc, quand le patient est obligé de refermer très vite, ou on ne passe pas les instruments, ou on n'arrive pas à faire des préparations avec la propreté nécessaire à l'acte thérapeutique, hein, c'est sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on a des collègues italiens qui travaillent sur l'ouverture, fermeture, et ils ont fait une étude et ils arrivaient à gagner, je crois que c'est 4 mm en ostéopathie. Tu te rappelles de la Oui, c'est ça. 4 mm. Alors, il faut savoir que nous, actuellement, au minimum, on gagne 3. Il y a une ou deux fois où ça n'a pas bougé du tout, parce qu'il ne faut pas non plus. Mais on est allé entre 3 et 1 cm 2, je crois. 12 mm, il me semble qu'on a gagné au maximum. Donc, c'est vraiment hyper efficace. C'est vraiment, moi, je suis toujours épaté de voir ce qui peut se passer après. Et puis, même si on gagne 4 ou 5 mm, on a vraiment l'impression que c'est pas beaucoup, mais par rapport à 48 mm en ouverture totale, c'est quand même pas mal. Ça fait une bourse. Oui, et puis surtout, ce qu'on note, hein, dans le ressenti des patients, c'est qu'ils ont une ouverture après qui se fait d'une manière fluide, ils ressentent de la légèreté, donc il y a un vrai confort. Hein. Le vrai confort, ce n'est pas simplement l'ouverture, oui, c'est vrai. Ouais. Ce n'est pas simplement la mécanique d'ouverture, c'est tout ce qu'il y a derrière. Un peu comme pour tous les gens qui travaillent avec des neuros, nous, certaines fois de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé, alors qu'eux, on reçoit un confort pas possible parce que c'est plus fluide, parce qu'ils sont plus équilibrés, qu'ils forcent moins sur leurs jambes ou sur leurs bras. C'est un peu le même système, en fait. Hein.
Voilà, je ne vous en dis pas plus. Là, je vous ai simplement marqué sur le côté la sensation de relâchement qui était exprimée par le patient et surtout qu'il y avait eu immédiatement un relâchement des paravertébraux et des trapèzes. Il était vraiment, tu le connais bien, Philippe, il était vraiment tendu hein, au niveau de l'ensemble du corps. Hein. Alors, je vous ai mis ça parce que généralement, c'est ce qu'on peut retrouver le plus souvent dans la description des patients. C'est-à-dire les gens viennent pour ce genre de problème. Hein. Vous avez le sterno, le trapèze évidemment, l'homoyoïdien. Il ne faut pas l'oublier celui-là parce qu'il est vraiment important. C'est souvent, je vous dis, les gens, vous les voyez avaler, ils arrivent chez vous, ils ont des douleurs cervicales, ils arrivent chez vous et dès qu'ils avalent, vous voyez qu'ils font des choses comme ça. Et oui, parce que l'ossioïde va être obligé de monter et si tout est bloqué, il va falloir remonter pour soulager l'ossioïde. Pour pouvoir l'aider à monter davantage, il va falloir remonter les épaules en même temps. Donc, c'est vrai qu'il y a sous-entend qu'il y a une tension sans arrêt à ce niveau-là. Pareil pour le sterno-yoïdien. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça va vous engager des tensions qui vont être au milieu du dos. Ça peut être encore plus loin. Il y a quelqu'un qui a travaillé dessus toute sa vie, c'est Francis Hartmann. Je vous conseille vraiment son livre. Si ça vous intéresse, je vous enverrai ses références. C'est un livre qui s'appelle « Si ça venait des dents ». Ben voilà, si ça venait des dents. Et le principe, c'est qu'il y a toute stimulation intense et trop prolongée chez un individu stressé peut retentir dans tout l'organisme. Alors lui, il a passé beaucoup de temps à mettre en place, à expliquer l'ensemble des tensions qu'on pouvait obtenir, enfin qu'on pouvait ressentir sur l'ensemble du corps. Philippe, si tu veux dire quelque chose, parce que toi, tu le connais bien. Alors oui, je vous encourage d'abord à lire son livre parce que d'abord, c'est un travail remarquable qu'il a fait. On peut reconnaître son statut de pionnier et qu'il a essayé de prêcher une bonne parole qui n'est pas toujours bien entendue dans les milieux médicaux parce que quand on évoque des troubles digestifs, par exemple, et qu'il va diagnostiquer ces troubles digestifs par une hyperactivité du serrement des dents, ça peut choquer certaines personnes. Donc, vous verrez, si vous aimez un peu l'anatomie et la neuro, l'explication de toutes ces boucles. Et toutes ces publications, en fait, ont énormément d'écho à l'international, comme toujours. Donc, Suisse, Japon, Australie, États-Unis. Il y a une communauté qui reconnaît toute la pertinence des propos d'Hartmann. Et en France, il est un peu décrié parce que dans les labos de neuroanatomie qu'il a énormément fréquentés, c'était un peu le parent pauvre dans les universités dentaires dans les années 70. Et il avait un propos tellement novateur qu'il a été pris pour un fou. Mais je pense qu'il avait 30 ans ou 40 ans d'avance. Donc, toute cette avance fait que c'est un homme qui est parfaitement d'actualité aujourd'hui. Donc, je vous encourage à lire ce qu'il fait. Alors, il a 89 ans, je crois. Il publie encore et ça vaut le coup de lire ce qu'il fait. Voilà. Il a un site. Il y a énormément de gens qui ont des pathologies neuro-articulaires qui vont le solliciter pour trouver justement des partenaires référents pour arriver à être soulagés. Pour vous dire quand même que dans ces patients-là, c'est souvent un pèlerinage. Ils sont à la recherche d'une solution parce qu'ils n'en peuvent plus. Souvent, ils sont au bout du rouleau. Alors, il y a une description du handicap dans la vie, l'incapacité de pouvoir tenir un travail, d'empêcher d'arriver à dormir correctement, des fatigues chroniques. Et si tout ça venait des dents, bah, vous aurez dans son bouquin des grandes pistes pour comprendre ces phénomènes-là. Voilà. Puis ça vaut 28 € sur Amazon. Donc, c'est pas une fortune. Petite rectification. Tout à l'heure, je parlais de la région de Strasbourg du Grand Est et je vois qu'il y a Yvan qui est en ligne. Donc, Yvan, si tu nous entends, je suppose que tu m'entends, on t'attend. On t'attend parce qu'on n'a vraiment personne dans cette région-là.
Donc, et qui a un super DU d'occluso à Strasbourg. Donc, DU d'occluso, ça veut dire qu'il y a plein de gens, dentistes, qui sortent avec des solutions techniques pour pouvoir mettre des gouttières, réparer les dents, etc. Mais tout le côté neuromusculaire leur échappe complètement. Donc, il faut des référents dans chacune des régions pour ouais. que on puisse organiser ce réseau national qui me paraît très, très important à faire. Alors, je vois qu'il y a Régis aussi qui est dans le coin, tu sais, tu l'as déjà eu au téléphone, Philippe, qui est la Fédération française de ski. C'est un peu aussi important par rapport à l'occlusion et les sportifs de haut niveau, hein. OK? Oui, c'est vrai. Performance sportive et occlusion, relâchement musculaire, tout ça est coordonné. Ça a du sens. Je vous ai mis, ça vous pouvez le retrouver sur Internet, ça s'appelle le protocole de Brest. C'est un peu pour vous montrer comment je travaille avec mes patients par rapport à des gens qui ont des douleurs temporomandibulaires, vraiment au niveau musculaire et autres. Ils ont mis en place En fait, le départ de ce système, c'est que j'ai commencé à faire des études, des recherches avec des gens qui avaient des fibromyalgies. Et je m'apercevais, on discutait avec la présidente de l'association de Bourges, elle me disait qu'ils étaient souvent avec des grosses tensions musculaires, évidemment, au niveau des ATM. Donc, j'ai dit, ben, je veux bien essayer de faire quelque chose pour eux. Donc, on est mis en place sur une année. J'en ai pris 4 et on faisait remplir le protocole de Brest au départ, et notamment la page 2 que vous voyez là. Et ce qu'on faisait, c'est que systématiquement, je faisais remplir la page avant la première séance. Je gardais la page. Ils revenaient un mois après et avant la deuxième séance, ils me remplissaient la page à nouveau, de façon à ce qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils avaient noté la première fois, et puis une troisième fois, avant la troisième séance. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'items différents, mais qui sont vraiment divers et variés, hein. Ce n'était pas simplement les douleurs, ça peut être des raideurs, des fourmillements, enfin, vous lirez, hein. Maux de tête, difficulté à réfléchir, sensation de froid, fourmillement dans tout le corps, picotement. Donc, ce n'est pas simplement la douleur et les problèmes d'ouverture, hein. C'était vraiment sur l'ensemble du corps. Et on s'est aperçu qu'en faisant le protocole, on diminuait très, très fortement les douleurs et les tensions. Et notamment là, alors, les 2 pages que vous voyez là, c'est une patiente que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Au niveau des items, si vous avez 10 partout, c'est-à-dire le maximum de douleur et de fourmillement, vous êtes à 260, elle était à 150, à 112. Et elle est descendue à 54 un mois après. Ce qui veut dire qu'on a diminué de moitié toutes ces mauvaises sensations en un mois de temps. J'ai fait cette étude-là que vous voyez en ligne, là, c'est l'étude que j'ai faite donc en 2000, juste avant le confinement. Ce qui fait que les 4 premières indications, ce sont celles qui sont après 3 séances, parce que j'en ai demandé à un mois après la dernière séance, je leur avais demandé d'envoyer des papiers. Et la dernière indication, là où on voit que c'est remonté un peu partout, c'est 8 mois après. Ce qui veut dire qu'on a réussi à descendre toutes les sensations douloureuses ou désagréables. Par contre, au bout de 8 mois, on voit que ça remonte, mais ça ne remonte pas aussi haut que ça n'est parti au départ. Donc, on a quand même une action à long terme. Alors, on est parti je n'ai pas les dates exactes là, mais c'est sur un autre plan. Mais ce qui veut dire que sur un an de temps, à peu près, entre la première et la dernière date, on a obtenu des résultats qui sont restés. Et ce sont des gens qui n'avaient pas eu de rééducation ou quoi que ce soit, hein. Entre-temps, il n'y avait rien eu d'autre. Donc, ça sous-entend qu'on peut quand même arriver à soulager des gens qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à maintenant. Si on entend aussi dans ces douleurs de fibromyalgie, le rôle de l'hyperserrement des dents, ce n'est pas étonnant qu'on ait des remontées à 8 mois, parce qu'en fait, c'est très corrélé à un problème comportemental. Donc, l'environnement de vie joue énormément sur le fait que les gens auront tendance à récidiver et à se remettre à serrer. D'où peut-être dans le protocole, envisager effectivement des recalls, des ancrages à 3 mois, 6 mois, 9 mois,
pendant une année, et donc le rôle du suivi, même avec la RMN, parce que de ce que je vois, de ce que vous faites tous en RMN, notamment dans la traumato, il y a une rééducation, puis après, le bénéfice est acquis. Quand c'est comportemental, c'est un peu plus compliqué de stabiliser l'acquis sur une très longue durée, d'où l'intérêt de peut-être de réintervenir et de mettre ça clairement dans le protocole avec les patients. Oui, et puis en plus, il suffit qu'il y ait un événement émotionnel supplémentaire et Oui, ça repart. Hein. Enfin, oui, ça repart. tout Pas à aussi fait. haut, mais ça repart. Donc, ça repart. Repartir là-dessus, Ouais. on n'a pas de… Moi, je m'en suis rendu compte pas mal parce que justement, sur mes séances, je trouvais qu'au fur et à mesure, il y en avait qui ne tenaient pas et je ne comprenais pas trop pourquoi ça ne tenait pas. Et en fait, j'ai juste comparé l'adulte et l'enfant et finalement, ce que je faisais chez l'enfant naturellement, c'est que je faisais revenir sur différentes périodes pour accompagner les reprogrammations neuromotrices de posture avec tout ce qui était aussi, notamment déglutition. Oui. Et je le faisais naturellement revenir alors que l'adulte, je ne le faisais pas. Et finalement, de faire revenir chez l'adulte, on se rend compte que du coup, les traitements tiennent beaucoup mieux dans le temps. Et surtout, je pense que les schémas moteurs, ils sont beaucoup plus ancrés chez l'adulte Oui. que chez l'enfant. Et que du coup, le fait de les faire revenir, ça permet vraiment d'arriver à supprimer ces boucles réflexes qui se sont mises en place au fur et à mesure par le cerveau, en fait, tout simplement. Ouais, c'est des rappels importants. Oui. Ce sont des rappels importants pour moi. Effectivement. Alors, je vous ai mis les 3 diapos suivantes pour vous montrer la corrélation qu'il peut y avoir entre les classes de fermeture de bouche et puis la posture. C'est-à-dire que, vas-y Philippe, tu veux expliquer les… Oui, alors, ce que vous allez noter, en fait, on a une classification générale qui va exprimer la relation entre les dents du haut et dents du bas, avec comme clé de voûte les premières molaires, celles que vous voyez indexées avec une petite flèche rouge. Dans la classe 1, c'est la position de référence. Hein. On voit que les dents sont bien emboîtées et que c'est comme dans un engrenage, en fait, dans les mouvements de mastication, par exemple, les dents vont pouvoir passer, les pointes des dents, ce que nous on appelle les cuspides, vont pouvoir passer entre les espaces de deux dents contiguës. Donc là, on voit que la molaire du bas est en avant d'une demi-dent, demi-cuspide par rapport à la dent du haut. Donc du coup, ça, c'est une position qui est extrêmement équilibrée. Et Charlotte, après, elle va pouvoir nous parler de la posture, là. Là, on voit que ici, on va avoir quand même un équilibre postural qui est plutôt bon chez ce type de patient-là. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Et après, dans la posture, moi, ce que j'aime bien mettre en corrélation, c'est ce qu'on voit au niveau des classes dentaires et aussi après ce qu'on peut retrouver au niveau podal ou, au niveau podal ou au niveau oculaire aussi. Parce qu'on se rend compte que finalement, tous les facteurs posturaux, tous les capteurs posturaux vont engendrer des modifications sur la posture et jouer sur le tonus musculaire et faire en sorte que les patients soient plus ou moins sur un schéma antérieur, un schéma postérieur, ce qu'on va pouvoir voir après avec les classes dentaires. Ça va se retrouver aussi en croisé avec le podo et l'oculaire. Et c'est là où on va pouvoir voir soit des hypertonicités, soit des gens qui seront plutôt un peu plus relâchés, voire chamallows au niveau du transverse, etc. Alors, Ouais. la classe 2, c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent dans des demandes de pathologie articulaire, parce qu'en fait, il y a un déficit de croissance verticale et il y a une compression articulaire la majorité du temps. Donc, on voit, il y a un effet squelettique aussi, où on a une rétrognatsie, donc le menton qui est très en arrière, parce qu'il n'y a pas eu de croissance verticale ni d'avancée mandibulaire. Ça a une conséquence aussi au niveau postural, surtout au niveau cervical. Hein, Charlotte, si tu peux Bah, le réexpliquer par rapport à la déglutition et le positionnement là. On le voit beaucoup dans les déglutitions atypiques avec ces langues qui sont positionnées, qui sont en position basse. Et en fait, du coup, ça crée un travail au niveau cervical qui est beaucoup plus important. Donc, on voit une avancée au niveau des cervicales. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, on a une déviation un petit peu complète de la posture dans le plan antérieur. Et ça vient jouer
sur beaucoup de tensions qui sont mises en place. Et en ostéo, on retrouve aussi tout ce qui est des bases du crâne qui sont fermées, des maux de tête qui peuvent être récurrents aussi, qui peuvent être liés justement à ces troubles de la déglutition ou des sursollicitations au niveau des trapèzes aussi. Parce que des fois, on imagine que les trapèzes, c'est cette position antérieure, beaucoup qu'on a en ce moment avec un peu plus de sédentarité ou de télétravail. Mais en fait, ça peut aussi très bien être dû à ces déglutitions infantiles, on peut dire, qu'on a gardées et qui vont jouer justement sur cette avancée et au niveau nucal et donc forcément des tensions antérieures, loge viscérale du cou Ouais. et au niveau du sternum, cage thoracique. Ça fait une hyperextension haute au niveau occiput C1 et ça a tendance aussi à comprimer un petit peu les occipitomastoïdes. Et dans les occipitomastoïdes, on sait ce qui se passe. Il y a le spinal aussi qui va innerver justement le trapèze. Il y a le nerf vague, le 10-11, et puis il y a les évacuations. Donc ça, effectivement, ça peut comprimer, ça peut donner des maux de tête aussi par déficit d'évacuation du sang au niveau du crâne. Donc, Donc, oui, on tout voit à fait. bien, C'est vraiment important ce que disait Charlotte parce que c'est vraiment cette hyperextension et ça, ces tensions de trapèze. Et on voit, de toute façon, donc c'est j'ai des vu tout à gens. Oui, ouais. vas-y. Clément. Ouais, oui, ce que je veux que vous arriviez à noter là, c'est vraiment le recul mandibulaire et le blocage de cette mandibule par le fait que la molaire du bas, voilà, est du coup en retrait d'une demi-dent postérieurement. Je vous Normalement, remonte, la flèche, je vous remonte la classe 1. Voilà, on a ça. voilà, on a vraiment la molaire qui est en avant d'une demi-dent, alors que de l'autre côté. Alors, j'ai vu un papa tout à l'heure, Johan, qui avait sa petite fille qui est venue le voir sur ses genoux et puis qui avait une tutute. Eh ben, il faut faire attention de l'utilisation un peu trop importante et longue de la sucette parce que ça crée des classes 2 par hypersollicitation du bloc antérieur et du recul de mandibule. Voilà. Donc, soyez vigilants avec les sucettes et les suctions du pouce qui ne doivent Le pas pouce perdurer trop longtemps. et puis les deux doigts comme ça aussi. Ça, c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la classe 3. Alors là, c'est l'inverse. Là, on a carrément la molaire mandibulaire, la première, qui est très, très en avant, avec un développement de la mandibule qui est très avancé et souvent des occlusions inversées. Donc là, alors c'est des gens, par ailleurs, qu'on retrouve beaucoup dans le monde du sport, dans des sports à risque, ski de descente, Formule 1, motocross. Parce que c'est des gens qui sont énormément dans l'action et qui ont des structures squelettiques et musculaires qui sont hyper toniques, vraiment, vraiment. Alors, par contre, là, la fonction masticatoire, elle est très réduite parce que souvent, la seule capacité qu'ils ont, c'est le mouvement vertical. Ils n'ont pas de possibilité de trituration. Donc, il y a des conséquences digestives qui sont assez importantes chez ces patients-là. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Donc, vous avez une petite icône discuter si vous avez des choses à nous demander, à nous dire par rapport à cette intervention. Bon, apparemment, vous saviez déjà tout. Peut-être que si les gens veulent, c'est peut-être plus facile pour eux de parler, on peut réouvrir les micros de manière ponctuelle. Oui, C'est simple. tout à fait. J'avais une petite question. Bonsoir. Petite question dans le sens où est-ce qu'il faut être un peu spécialisé dans l'ATM d'un point de vue kiné ou ostéo ou quelque chose comme ça pour aborder la formation alien du coup? Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui est… Non, de toute façon, avant de faire la formation, j'envoie un travail préparatoire où il y a beaucoup de choses qui sont détaillées pour pouvoir arriver le jour de la formation avec tout ce que j'ai montré au niveau des muscles et compagnie, et puis un peu avoir des notions sur la déglutition. Tout est envoyé à l'avance, un petit peu comme quand on fait des prérequis en neurologie ou en J1 maintenant. D'accord.
les nouvelles formations. Non, non, il y a aucun souci là-dessus. Et puis on est là de toute façon pour décortiquer les choses. C'est pas, non, non, c'est pas rédhibitoire du tout, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. C'était la question. Merci. Autre question. Oui. Tu es obligé de travailler avec des capteurs, avec... allez, je cherche mes mots, c'est la fin de journée, je suis fatiguée, désolée. Avec un électromyogramme ou tu peux le faire sans EMG? Je le fais sans EMG. On pourrait rajouter un EMG, ça peut être intéressant. Mais Philippe le fait, lui, de son côté, au niveau de son cabinet, là, pour les EMG. Mais moi, je travaille. Non, non, on travaille sans EMG. C'est vraiment. C'est quand on travaille sur un coude, sur une épaule, on ne met pas un EMG à chaque fois. Là, c'est la même chose. D'accord, parce que sur les photos avant-après, souvent, on voyait que tu avais des électrodes d'EMG qui étaient positionnées. C'est pour ça que je posais la question. Ah oui, alors ça, c'est parce que c'était des… Oui, voilà, je suis d'accord. C'est parce que c'est des patients qu'on voit avec Philippe et il a un EMG, effectivement. Donc ça, c'est nos patients test avec lesquels… Mais regarde, là, il n'y en a pas. Ouais, d'accord. Et les autres non plus, parce que je crois que c'est des patients à moi. Voilà, il y a juste le casque. D'accord, ok. Mais on peut envisager… C'est intéressant ce que tu dis parce que les EMG, si on est en place, parce qu'il y a une tension de repos qui est normalisée au niveau des temporaux et des masséters. Donc, on pourrait prendre ça comme référence, savoir s'ils sont au-dessus ou en dessous de la tension de repos. Mhm. Donc, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas… J'avais commencé et je n'ai pas continué avec ça, mais c'est possible, c'est envisageable. Ok, merci. Oui, on m'entend là? Oui, Oui, oui. Moi, je me posais la question, c'est dans une séance Aliane là-dessus, là, ce qui m'interpelle, bon, je veux bien leur programmation, tout ce qu'on veut, mais c'est l'effacement. Alors, l'effacement dans ce genre de truc, déjà, l'effacement est déjà compliqué même pour des trucs basiques, hein, des fois, les gens ont du mal, mais là, on est dans une subtilité de prise de conscience de ce qu'il faut, ce qui ne va pas. Et ça m'interpelle. Je dis, mais comment peut-on arriver à dire à quelqu'un, bah, on va effacer ça. Déjà, c'est très subtil. Alors bon, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais bon, oh là, je non, pas voudrais du tout. avoir cette réponse. Non, non, je te remercie de ta question. C'est en fait, c'est surtout l'imagerie motrice qui est intéressante là-dedans. C'est-à-dire que quand tu as les gens qui ouvrent la bouche et qui ont des soucis, ils vont sentir des tensions, soit à droite, soit à gauche. Ils vont dire, Oui. bah, tiens, ça me bloque de ce côté-là. Donc, tu as déjà l'acquisition du ressenti proprioceptif. D'accord? Je travaille énormément, enfin, ça peut se voir, je travaille beaucoup avec Visible Body. Je travaille qu'avec ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument, quel que soit le problème que vous avez, il faut montrer les muscles aux patients. Et donc, à partir du moment où vous leur montrez, ils sentent les choses. Parce qu'ils se disent, ah ben oui, effectivement, je comprends pourquoi j'ai des tensions à ce niveau-là, pourquoi j'ai mal, notamment si les temporaux, parce que la plupart des temps, ils disent qu'ils ont des migraines et ils s'aperçoivent qu'en ouvrant la bouche, ils ont une déviation de ce côté-là. Et quand on leur explique que c'est parce que ça commence à tirer, ils se disent, ah ben oui, et puis oui, je comprends pourquoi maintenant que vous m'avez montré l'image, et même c'est même plus que l'image, c'est la vidéo, c'est-à-dire que c'est le mouvement. Et à partir du moment où ils voient le mouvement, c'est gagné. C'est gagné. Je ne vais pas leur faire travailler sur les ptérygoïdiens latéraux, parce que là, non, ce n'est pas possible, parce qu'ils ne peuvent même pas l'imaginer. Mais par contre, quand ils voient que d'un côté de la mâchoire, il y a un masséter et de l'autre côté, il y a un ptérygoïdien, et qu'ils travaillent dans la même fonction, et qu'eux ont souvent des tensions en dessous de la mâchoire, il n'y a pas de problème pour eux. Il n'y a aucun problème pour eux. Non. Okay. C'est parce qu'on n'a pas les… En fait, c'est parce que c'est quand on n'a pas l'habitude de travailler sur le crâne, on se dit que c'est différent d'un coude ou d'un genou, mais en fait, pas du tout. Hein. Pas du tout. En travaillant sur ces muscles-là, en plus, ils sont palpables. Hein. Ça, si on prend les masséters, on commence à les pincer, ils vont vite comprendre. Hein. Et puis, oui, d'accord, je comprends bien le principe de la dynamique, oui. Mais oui. C'est le principe de dire, bon, on fait reset, quoi, on efface et maintenant oui. On va faire ça comme il faut. C'est ça qui me… Ben, c'est à travers le protocole qu'on a mis en place, en fait. D'accord. Vous avez un protocole un peu spécial là-dessus. Voilà, c'est ça. D'accord.
C'est Parce ça. que c'est vrai que dans le sport classique, on va dire global d'Aliane, quoi, hein, bon, Oui, un petit peu quand même, c'est compliqué d'imaginer ça, quoi. C'est oui, je dans ce protocole, c'est que c'est assez compliqué. On lui coupe la tête, on lui comprends. arrache la gueule. Ouais, Bon, non, 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 il on reste va pas pas, grand-chose, quoi. on joue pas les Louis XVI. Non, non, il n'y a pas de problème. On va pas jusqu'à là. On Voilà, va ok. pas jusqu'à là. Non, non, justement, il faut rester externe. Il faut pas. Oui, Voilà. tout à fait. Ok, merci. J'ai compris. Merci de ta question, parce qu'elle est intéressante, parce que je pense qu'il n'y a pas que toi qui se pose cette question-là. Ah bah oui, enfin, Oui, je oui, sais oui, rien, mais bien sûr. moi, c'est ce qui ça m'interpelle. Ok. Oui, je comprends. Bien. Il y a d'autres questions? Alors concrètement, c'est moi. Concrètement, vous proposez des séminaires là-dessus, quoi. Ah oui, on propose des séminaires là-dessus. Oui, oui, il y en a un qui est en mars, mais là, il est complet. Et on va en refaire un au mois de juillet, là. Et vous le faites à Lyon aussi, C'est à Lyon aussi, oui, c'est pareil. comme d'hab. D'accord. C'est, hop, voilà, 7, 8 et 9. Parce qu'en fait, on fait 2 jours. Alors, dans ce séminaire, il y a Anne-Laure qui doit être en ligne en ce moment. Là, Anne-Laure, si tu veux prendre la parole, il me semble que je t'ai vu tout à l'heure. Elle n'a pas pu rester. Dans ces séminaires, il y a Anne-Laure qui fait la paralysie faciale sur une demi-journée, un petit peu plus d'une demi-journée, parce que c'est très intéressant de voir cet abord en plus de ce qu'on fait nous. Parce qu'il y a des choses qui se regroupent. Au niveau de la paralysie faciale, il faut travailler aussi sur des relâchements qu'on a mis en place de façon à aider. Parce que, par exemple, quand il y a des muscles qui ne travaillent plus au niveau de la paralysie faciale, ils sont commencés en partie par les mandibulateurs. Oui. Donc, dans le séminaire, il y a donc 2 jours et demi, parce qu'on a rajouté une demi-journée de pratique pure pour le samedi matin, parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas mis suffisamment. Enfin, les gens qu'on a vus étaient déjà guéris à l'ostéopathie ou autre, et on travaillait déjà dans le maxillofacial, donc ce n'était pas un problème. Mais on a préféré rajouter une demi-journée pour être vraiment à fond sur cette pratique et sur ce ressenti, pour vraiment vous laisser repartir avec tous les outils en main. Tu parlais tout à l'heure, pardon, je ne sais pas si Vas-y. on m'entend. Tu Oui, parlais oui. tout à l'heure de l'importance d'un réseau pour avoir derrière des rééducateurs spécialisés en maxillofacial. Oui. Vous avez déjà un réseau de kinés spécialisés un petit peu en France ou pas du tout? Non, 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 parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on a formé 3 personnes, plus, 3 personnes qui sont en France. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a un du côté de Thonon, il y en a un qui est à Beaune et un qui est à Clermont, plus Charlotte, Anne-Laure sur place. Mais voilà, on est au début. Justement, Je te parlais pas au niveau Aliane, hein, je te parlais vraiment au niveau de la rééducation la pure derrière. rééducation. Non, parce qu'il faut qu'on arrive à se faire connaître par rapport à ça. Il faut qu'on arrive à rentrer dans ce système-là. Alors, moi, les écueils que j'ai eus, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour prendre leur boulot, quoi. Parce que j'ai eu des cas comme ça où on dit, mais pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il faut arriver à être assez diplomate pour ça. Et je pense que au fur et à mesure que vous voyez, vous, des gens, ça leur permet derrière de travailler dessus. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous voir pour ça. Vous en faites 1 ou 2. Le truc, c'est qu'au départ, peut-être que vous allez les avoir pour des problèmes de cervicales ou autres. Et vous allez revenir en faisant vos tests, vous allez revenir sur l'ATM, quoi. Et donc là, vous allez pouvoir leur expliquer, parce qu'ils ne vont pas spécialement vous dire qu'ils sont mal là. Hein. Ouais, ok. Moi, j'avais une petite question sur à l'inverse, tout ce qui est plutôt laxité biomécanique sur l'ATM. Est-ce qu'il y avait un champ d'action aussi sur le côté activation ou on n'est que sur le relâchement Tout ça, c'est comme dans tout muscle, on peut être dans les deux, mais laxité, alors donne-moi des exemples de laxité. Tout ce qui est un peu de subluxation, sûrement dû à la génétique quand même, de l'articulation ou suite à des traumas ou à des choses à répétition, quoi.
Alors, les subluxations, Enfin, voilà, l'ouverture, et on voit que ça subluxe au niveau du ménisque ou des choses comme ça, quoi. Là, c'est plus une rééducation comportementale. Il faut que les gens, après, ils mesurent la limite pour ne pas aller jusqu'à la subluxation. Parce qu'après, il n'y a pas que l'entité musculaire. Après, il y a la forme anatomique Ouais, c'est ça. du condyle qui joue. Voilà. Et ça, anatomiquement parlant, on ne va pas jouer sur le condyle, hein. C'est fini. Enfin, sur du court terme, c'est fini. Il n'y a que la fonction masticatoire. Et dans ces cas-là, il faut bien regarder chez certains patients, effectivement, l'engrainement des dents. Donc, du coup, le schéma fonctionnel dans lequel il se trouve, c'est une classe 1, classe 2, classe 3. Parce que la rééducation par la mastication, elle est primordiale dans ces cas-là. Parce que la mastication est la base de la stabilité occlusale. Donc, voilà. Après, c'est une autre… C'est un enjeu, quoi. et on peut imaginer au même titre comment dire, on peut imaginer au même titre qu'on fait une activation sur un muscle quelconque, voir s'il sert d'un côté, s'il sert de l'autre, et s'il sert moins d'un côté, arriver à resserrer. Mais après, si c'est un problème effectivement structurel, on ne va pas pouvoir agir dessus, oui, c'est sûr. Comme tu dis, le condyle, s'il a changé, il a changé. Ok, bon, c'était ma question. Oui, merci. C'est bon pour ce soir ou il y a encore des questions? Ok, c'est bon pour moi. Par contre, je vais vous quitter. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci également. De rien. Avec plaisir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bon, mais je vais arrêter et je vous souhaite tous une bonne soirée. Et puis merci encore de nous avoir écoutés. Au revoir.